Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous savez très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui compte tenu du titre, la miniature et l'actualité tout simplement. On va revenir sur le dernier gros événement de la WWE, à savoir Bad Blood. Alors au moment où je tourne, on est le lundi matin, mais je sais pas quand la vidéo sortira, donc j'espère qu'elle sortira au plus vite. On va rentrer dès maintenant dans le vif du sujet, n'hésitez pas d'abord à liker la vidéo si vous passez un bon moment, et bien sûr à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. On fait des reviews de la plupart des shows de la WWE, donc n'hésitez pas à venir. Alors on va commencer dès maintenant, Bad Blood qui a eu lieu dans la petite ville, je suis pas sûr qu'elle soit si petite que ça, mais la ville d'Atlanta. Le grand retour d'un premium live event historique de la WWE, la dernière édition c'était en je sais plus quelle année, mais ça date en tout cas. Un PLE qui a vu d'immenses matchs, notamment le très grand Undertaker Shawn Michaels de 1997, le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire. Et pour la WWE, sur ce show, on décide de garder la recette actuelle de 5 matchs, et 5 matchs plutôt intéressants qu'on va débriefer ensemble. Alors j'ai regardé les retours sur le show et j'ai vu que beaucoup de gens avaient été déçus et trouvaient que la mid-card en tout cas était moyenne et qu'on retenait surtout le début et la fin du show. Dans une certaine mesure je suis d'accord, c'est sûr qu'on va avant tout retenir l'opener qui était absolument exceptionnel et la fin du show avec les retours, tout ça. Mais pour autant je trouve que les matchs de la mid-card étaient loin d'être mauvais et que les gens râlent peut-être un peu trop. Après c'est peut-être moi qui suis trop optimiste à chaque fois, c'est possible aussi. Mais nous allons nous attarder sur tout ça en temps voulu. Bon alors ouverture du show, il y a une petite vidéo avec Cody Rhodes qui est avec l'artiste du show, je sais plus comment il s'appelle, Metro Boomin, je crois c'est un truc comme ça peut-être. Triple H aussi, c'est rigolo. Et après Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi viennent ouvrir le show parce que ce sont les hôtes du show. Bon, ça va pas faire, ça va nous apporter grand chose. Et on va commencer directement avec le premier match de la soirée et peut-être le meilleur de la soirée et l'un des meilleurs matchs de l'année. CM Punk contre Drew McIntyre dans le Hell in a Cell match. Pas loin de 7 mois de rivalité, avec une écriture quasi impériale je trouve. Deux hommes qui nous ont raconté une superbe histoire. Leurs deux premiers matchs à SummerSlam et Bash in Berlin étaient loin d'être mauvais. Petite préférence pour le match de SummerSlam pour ma part. Mais c'était pas le sujet puisqu'on parle de leur dernier affrontement, le Hell in a Cell match. Match qui a fait beaucoup débat dans le sens où ça aurait certainement dû faire le main event. Parce que voilà, c'est l'aboutissement d'une grosse histoire. C'est le Hell in a Cell match qui est la stipulation historique de Bad Blood. C'est vrai que compte tenu de ce qui s'est passé à la fin du show, ouais, on était un peu obligé de faire comme ça. Mais pour autant, je trouve que c'était pas non plus un si mauvais move que ça, parce que finalement, au moins t'es sûr d'avoir le public chaud dès le début. Et c'est cool. Donc McIntyre entre en premier, CM Punk entre en deuxième, le public chante Cult of Personality, c'est un plaisir. Et au moment où la cloche sonne, on a ce gros face-off entre les deux. Et j'avais un peu de mal à me mettre dedans au début, je vous avoue, parce que bon, ça fait un moment que la rivalité dure. Et j'avoue ne pas toujours être très fan des matchs à l'Inocel, mais bon, ça ça n'engage que moi. Mais j'avoue, le face-off, rien que ça a fait grimper ma hype. J'étais chaud pour le match. Alors, le ressenti que j'avais, c'est il me semblait que le match, j'avais l'impression qu'il avait duré une quarantaine de minutes, alors que pas du tout, hein, ça a duré 31, je crois, c'est marqué sur Cage Match, un truc comme ça. Bon, c'est relativement long, mais en même temps, le match était tellement incroyable qu'on n'a pas vu le temps passer en fait. Et ça va partir très vite. C'est McIntyre qui va prendre le dessus au début en jouant beaucoup de sa puissance, forcément. Et CM Punk va réussir à retourner la situation à un moment en envoyant Drew contre la cage à l'extérieur du ring. Il va sortir une table et on va sortir plein d'objets. Il va sortir également une chaise. Ça va sortir une caisse à outils qui va avoir son importance dans le match parce qu'ils vont utiliser notamment des clés à molette pour se faire mal au crâne. Et au moment de Drew McIntyre qui a arraché les pieds de la table pour frapper Punk avec. Et Punk à son tour, lui, il y a un moment aussi où il va envoyer Drew McIntyre contre les pieds de la table qui était au sol. La chute était assez vénère, il en prend deux des chutes comme ça. Bien entendu, on a eu ce qu'on attendait, on a eu du sang, beaucoup de sang, avec McIntyre qui va balancer Punk contre la cage à un moment, c'était plutôt stylé. Et pour Drew McIntyre, ça va être bien plus vénère, en vrai de vrai, parce que c'était pas vraiment prévu comme ça. En gros, Punk, je crois que c'est le moment où il sort du ring pour éviter le Claymore Kick, et McIntyre, en essayant d'aller le chercher, va se prendre un coup de caisse à outils, mais d'une violence terrible de la part de CM Punk. Et on a vu après que il avait vraiment été ouvert et qu'il lui avait fallu, je crois, 16 points de suture pour arrêter tout ça. C'était assez violent et McIntyre a énormément saigné pendant ce match, ça c'était assez violent et c'est un truc qu'on ne voyait plus beaucoup à la WWE depuis des années, même si comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, on retrouvait quand même une certaine violence dans les programmes de la WWE. Alors, je vais reciter les exemples, déjà quelques segments avec Punk et McIntyre, mais aussi le segment entre Cody Rhodes et The Rock en début d'année. On commençait quand même à retrouver un petit peu de violence et un peu de sang, tout ça à la WWE, mais là c'est vrai qu'on est passé à un tout autre niveau.
Il y a eu ce spot que j'ai beaucoup aimé, j'avais pas fait le rapprochement au départ, mais j'ai vu ça sur les réseaux, des gens ont fait le rapprochement, c'est donc Drew McIntyre qui part pour un Claymore Kick, mais Punk l'esquive et va enchaîner avec un Sharpshooter, et là on voit cette image de McIntyre dans le Sharpshooter, on voit Stone Cold Steve Austin et Bret Hart de WrestleMania 13 en fait. La comparaison est juste géniale et je trouvais ça stylé, je sais pas si c'était un clin d'œil volontaire, mais l'image était très forte je trouve. Et là on va arriver à un moment très important de ce match, CM Punk va partir pour l'Anaconda Vice, McIntyre va essayer de se dégager en se saisissant d'une clé à molette, mais Punk va avoir ça tout de suite et il va la prendre pour l'utiliser contre McIntyre, et là il y a ce moment très important où McIntyre se retrouve à genoux devant Punk, limite à le supplier d'arrêter. Punk il l'engueule, il lui dit mais non bâtard. Et au moment où Punk part pour un dernier coup de clé à molette, et ben low blow de Drew McIntyre, et après ça il va aller chercher un petit sac. Le sac, on s'attendait tous aux punaises, je pense. Mais en fin de compte, non. Ce sont les petits bouts de plastique du bracelet de CM Punk par centaines. Il va essayer de lui faire bouffer des morceaux de plastique et tenter de partir pour le Claymore. Et là, c'est un des spots qui m'a le plus fait froid dans le dos, je pense. Drew McIntyre, donc, rate son Claymore Kick que CM Punk va esquiver et va atterrir sur l'arête des escaliers. C'était très violent. Il a pas dû se louper, McIntyre. Et après ça, on arrive au finish du match. CM Punk met une chaîne, va mettre une chaîne autour de son genou. Il fait d'abord bouffer à son tour les bouts de plastique à Drew McIntyre et porte son GTS avec la chaîne sur le genou pour obtenir le compte de 3. Waouh. Ce match est parti vraiment dans tous les sens. On a eu exactement ce qu'on attendait, une véritable guerre entre deux mecs qui se détestent. On a eu des spots incroyables, on a eu du sang, on a eu des objets un peu originaux. C'est un grand oui pour moi, c'est clairement l'un des matchs de l'année à la WWE, aucun doute. Et merci Drew McIntyre, merci CM Punk, parce que ça lance parfaitement le show. Et je me dis, le match qui va passer après, bonne chance. Et justement, le deuxième match de la carte opposait la championne du monde Nia Jax à Bayley. Je vais vous avouer, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, c'était pas horrible, hein. C'était un peu comme... c'était un peu similaire au match de SummerSlam en fin de compte, hein. C'était pas horrible. Je saurais pas dire lequel des deux est le meilleur. Moi j'ai trouvé que ils ont tenté pas mal de trucs. Nia Jax à un moment qui porte un Hurricane Rana à Bayley, c'était très bizarre, c'était pas hyper bien exécuté forcément, mais ils ont tenté un truc. Moi je trouve que je salue l'initiative. Elle va aussi rater un petit peu un Samoan Drop qui était très bizarre. Même Michael Cole et Corey Graves ils étaient un peu what comment ça? Ils pensaient que c'était Bayley qui avait contré, mais non, c'était juste que le Samoan Drop était un peu foireux. Le vrai moment très important du match, c'est ce moment où Bayley va tenter le tomber sur Nia Jax après je sais plus ce qu'elle avait tenté comme prise. Je me demande si c'était pas après son Samoan Drop, parce que Bayley a porté un Samoan Drop après celui de Nia Jax un petit peu foireux. Compte de 2, et en fait Nia Jax en se dégageant va projeter Bayley sur l'arbitre qui était à côté quoi. Donc forcément l'arbitre elle est un peu sonnée, et Bayley va porter un coup de pied à Nia Jax qui était au-dessus de l'arbitre, et Nia Jax va s'effondrer sur l'arbitre encore une fois. Donc, drôle de ref bump, mais ref bump quand même. Et forcément ce qu'on attendait c'est Tiffany Stratton qui va intervenir, qui va tenter de cash-in. Elle assomme Bayley avec sa mallette. Elle réveille l'arbitre, elle lui dit grouille-toi, je veux cash-in là. L'arbitre prend la mallette et là Nia Jax, tel l'Undertaker, se redresse assise. Elle voit Tiffany Stratton en train de cash-in, elle se dit mais frérotte, qu'est-ce que tu fais là? Et là du coup forcément Nia Jax et Tiffany Stratton ça s'engueule, ça râle, c'est pas cool. Et à ce moment là je me suis dit mais Bayley va gagner en fait. Et en fait Bayley va tenter le roll-up, compte de 2. J'étais peut-être un petit peu déçu, j'avoue qu'au fond de moi j'aurais aimé voir Bayley gagner. Mais après ce compte de 2, Bayley monte sur la troisième corde et elle est distraite par Tiffany Stratton qui lui envoie la mallette. Elle lui renvoie, Tiffany Stratton voilà, elle vient l'embêter, mais ça permet à Nia Jax de capitaliser, de porter un Samoan Drop depuis la deuxième corde et d'enchaîner avec son Banzai Drop, et victoire de Nia Jax qui conserve son titre. Elle est pas allée célébrer avec Tiffany Stratton, on nous tease doucement le cash-in de Tiffany Stratton, on y a encore cru ce soir, mais voilà, le match était ok, c'était pas particulièrement mémorable, mais je trouve que c'était franchement pas horrible non plus. On perd pas de temps, on enchaîne directement avec le troisième match de la carte, Damian Priest contre Finn Balor, les deux frères qui s'affrontent après les déconvenus de SummerSlam, le nouveau Judgment Day, tout ça. J'avais très peu de hype de mon côté parce que ouais, la storyline c'est un peu trop vite essoufflé je trouve. Malgré tout c'est deux catcheurs que j'adore et j'ai repensé avant leur match que chez NXT en 2020, c'était du côté d'In House je crois, NXT In House en 2020, ils avaient eu un putain de match qu'il faut voir. Et je me suis dit, bon, ça peut être sympa. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Alors Finn Balor, il rentre avec un espèce de masque, enfin, on dirait plus un tour de cou, tu sais, que tu mets autour du cou, du coup. Je sais pas la ref, honnêtement, je vais pas vous mentir.
Damien Priest fait son entrée incroyable avec la musique, les effets de flou, les ombres, tout ça, c'est très stylé. Et dès le début, on sent très vite la rage de Damien Priest qui va tout simplement détruire Finn Balor avec des coups assez violents. Il va le balancer comme un rien en fait, il le fait voler. Le selling de Finn Balor quand même a bien carry bien le match quand même, il est excellent et il rend Damien Priest très crédible. Et Finn Balor lui a ses comebacks forcément en jouant plutôt de sa vitesse et de sa technique, quand Damien Priest lui forcément joue de sa puissance. On a vu le public quand même très investi à 100% derrière Damien Priest. Bon, en soi, pas grand chose à dire de ce match, ça va durer une douzaine de minutes. Il y a eu quand même un petit spot que j'ai bien aimé, c'est le Razor's Edge sur l'apron de Damien Priest, c'était plutôt sympa. Forcément, on s'y attendait, Carlito, JD McDonough vont intervenir pour distraire Damien Priest. Mais les distractions vont permettre à Finn Balor de porter son shotgun dropkick enchaîné de son coup de grâce, mais Damien Priest va se dégager au compte de 2. À un moment, Carlito va distraire l'arbitre pour que Finn Balor utilise une chaise contre Damien Priest, mais Damien Priest va le contrer avec un gros big boot dans la chaise, c'était plutôt sympa. Damien Priest va réussir à se débarrasser des 2 loups sticks qui étaient venus interférer dans le match, mais Finn Balor va reprendre le dessus en portant 2 coups de grâce sur le dos de Damien Priest, mais forcément au 3ème, Damien Priest va se réveiller, il va le contrer, porter le chokeslam, enfin le South of Heaven plutôt, et remporter le match. Victoire de Damien Priest, clean, alors là, pas plus clean que tu peux pas faire plus clean que ça. Je maintiens que Finn Balor aurait dû gagner, même si j'étais très content de voir Damien Priest remporter le match. Finn Balor méritait de gagner, surtout si on veut faire continuer cette storyline. Là ouais, la défaite va pas faire de bien à Finn Balor. Il en avait besoin, même si c'était pas clean avec les interventions extérieures, c'est pas grave, il aurait dû gagner. Mais franchement, j'ai adoré ce match. J'ai passé un très très bon moment, c'était très fun. Ce sera pas dans le top des matchs de l'année, je pense pas. Beaucoup de gens espéraient voir plus. Beaucoup de gens disent que ça raconte pas particulièrement d'histoire ce match. Je suis un peu d'accord, mais ça a été une bonne dose de fun, je trouve. C'était très sympa. Le public était à fond. Finn Balor, avec son selling, a rendu chaque assaut de Damien Priest parfaitement crédible. Et j'ai trouvé que c'était un bon match. C'était un très bon match et on peut passer à la suite tranquillement. On avait appris en début de show que Triple H avait une annonce importante à faire. Et on arrive à ce moment. Triple H entre et on voit au milieu du ring un piédestal avec le logo de Crown Jewel dessus. Petite inquiétude, quand on voit le logo de Crown Jewel, ça sent pas bon. Mais à un moment, je me dis, peut-être que c'est pour annoncer un titre de mid-card féminin. On attend ça depuis des années, donc c'était peut-être le bon moment. Mon Triple H raconte un peu sa vie, il nous parle de ses histoires à Bad Blood. Bad Blood a battu des records de shows en arène le plus prolifiques, tout ça. Et à un moment, il ose dire quand même que Crown Jewel, c'est l'un des événements les plus importants de l'année à la WWE. Ouais. Et en fait, Triple H révèle une ceinture, alors très jolie au demeurant, mais quand on apprend le concept, donc Crown Jewel va couronner le premier champion de Crown Jewel, les 2 premiers champions de Crown Jewel. En gros, les champions et championnes vont s'affronter. Donc potentiellement on aura un Cody Rhodes contre Gunther, et on aurait donc un Nia Jax contre Liv Morgan. Ça j'ai pas très envie de voir par contre, je vous avoue. La ceinture est sympa, mais pourquoi faire? C'est totalement pointless. On n'aura pas de match de championnat, ça va juste être un show d'exhibition. La ceinture ne va rien apporter dans les storylines. Palmarès de la ceinture, elle est jolie quoi, c'est tout. Mais heureusement pour sauver tout ça, Gunther, le ring général arrive pour l'un des meilleurs segments de la soirée, franchement. Il arrive en beau costume avec sa ceinture. Et il prend le micro, il dit mais que serait Bad Blood sans le ring général, sans le champion du monde. Donc il reparle de King of the Ring, du fait qu'il ait gagné, que Triple H lui a donné la couronne. Et il dit que à Crown Jewel, l'histoire va se répéter avec la ceinture du champion de Crown Jewel. J'ai hâte. Et là il dit je veux qu'on parle un peu des légendes dans l'arène, et surtout Bill Goldberg. Et oui, en référence à ce qu'il avait dit à Bret Hart. Et Gunther se tourne directement vers Goldberg. Et il dit bien entendu qu'il a menti à Bret Hart, qu'il n'était pas réellement fan de Goldberg. Alors il va l'appeler One Trick Pony. Je connais pas vraiment la traduction littérale de cette expression, mais je pense que ça veut plus ou moins dire un mec qui ne fait que 1 ou 2 prises. Et là il va se tourner vers le fils de Bill Goldberg qui est juste à côté de lui, et il va lui dire j'espère que Bill est un meilleur père qu'il n'est qu'un catcheur. C'était génial. Et là Goldberg, ça en est trop pour lui, il se lève, il râle, et il va essayer de rentrer dans le ring. La sécurité va l'en empêcher. Mais ouais, grosse provocation entre Gunther et Goldberg. Et pendant que la sécurité s'occupe de Goldberg, il y a Sami Zayn, et oui, le challenger de Gunther, ce soir au moment où je tourne. Si la vidéo est pas sortie à temps, vous verrez, est-ce que Sami Zayn est devenu champion du monde? Je sais pas, on va bien voir, vous me direz en commentaire. Et donc voilà, grosse bagarre entre Sami Zayn et Gunther, la sécurité est obligée d'intervenir pour les séparer eux aussi. Et Goldberg parle à la caméra en disant Gunther, tu es le prochain, patati patata. Tout ça pour dire que le segment était fun, j'ai bien ri, c'était un peu de légèreté avant d'enchaîner avec les 2 derniers matchs de la soirée.
où on aura pas mal de choses à dire. L'avant-dernier match de la soirée, Liv Morgan affronte Rhea Ripley pour le championnat du monde féminin, avec Dominic Mysterio dans la Shark Cage. Et j'ai vu beaucoup de gens râler sur ce match. Pour une raison, c'est le finish. Mais pour le coup, moi j'ai passé un bon moment devant ce match, je trouve que c'était pas horrible. Il y a juste voilà, ce finish un peu botché de ce qu'on a appris avec la disqualification, tout ça. Mais d'abord parlons un peu du match en lui-même. Liv Morgan et Dominic Mysterio arrivent en lowrider à la manière d'Eddie Guerrero, forcément. Rhea Ripley qui arrive, le star power, le public est content. Et elle prend le micro et elle dit ouais, Dominic Mysterio il a le vertige, donc montez la cage très vite. Et Dominic Mysterio qui est dans la cage complètement tétanisé, ça m'a régalé. Je pense que c'est pour ça que j'ai adoré le match en fait, c'est juste Dominic Mysterio m'a fait trop rire pendant tout le match. À chaque fois le voir complètement tétanisé, paniqué dans la cage, ça m'a régalé, vraiment ça m'a régalé. Mais au-delà de ça, le match entre Rhea Ripley et Liv Morgan était encore très bon, je trouve qu'elles ont une superbe chimie ensemble. Forcément Rhea Ripley va dominer une bonne partie du match, un peu comme Damien Priest avec Finn Balor, elle va complètement se jouer de Liv Morgan, et Liv Morgan va capitaliser et prendre le dessus en attaquant le genou de Rhea Ripley. Mais c'est vrai, l'autre défaut de ce match, c'est peut-être qu'on a pas mal focus sur Dominic Mysterio, donc c'était pas toujours évident de se focus sur le match en lui-même entre Liv Morgan et Rhea Ripley, mais franchement moi c'était une bonne dose de fun, j'ai quand même bien aimé. Et alors quand on imaginait que le finish, Dominic Mysterio trouvera un moyen de gruger pour peut-être donner un objet à Liv Morgan, peut-être qu'il trouvera un moyen de s'échapper. Mais en fait, il va réussir à ouvrir la porte. On sait même pas comment, est-ce qu'il avait les clés, je ne sais pas. Et à un moment, Rhea Ripley va venir tabasser Liv Morgan sous les yeux de Dominic Mysterio, juste en dessous de la cage. Et Dominic, en voyant ça, il va essayer de, je sais pas, il va tendre la main pour encourager Liv Morgan. Et il va glisser, il va se retrouver suspendu avec la chaîne qui le retenait dans la cage. C'était hilarant. Et Rhea Ripley, à un moment, elle va aller parler à l'arbitre et elle va lui dire est-ce que je peux aller lui casser la gueule, donnez-moi une minute, j'ai des comptes à régler. Et l'arbitre il dit ouais, carrément, vas-y. Rhea Ripley elle va prendre un kendo stick et tabasser Dominic Mysterio, c'était rigolo. Et c'est ce moment où eh bien, Raquel Rodriguez, qui n'était plus là depuis un bon moment, je saurais plus dire quand est-ce qu'elle est partie. Elle est revenue, elle attaque Rhea Ripley dans le dos, mais forcément l'arbitre, ayant assisté à la scène, ne pouvait pas justifier qu'on ne disqualifie pas Liv Morgan, donc Rhea Ripley gagne le match sur disqualification. Je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup de gens ont désapprouvé le match. Pour autant, moi j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que c'est un peu dommage que ça finisse en disqualification et que Liv Morgan n'ait pas le pin ou un truc comme ça. Et j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient vu venir, le retour de Raquel qui viendrait aider Liv Morgan. Je l'avoue, j'avais complètement oublié moi, j'y avais pas pensé. Mais donc voilà, qui vient conclure ce match. Est-ce que du coup Raquel Rodriguez peut être considérée comme une nouvelle membre du Judgment Day? Je pense que ce sera un bon move parce que c'est que ce nouveau Judgment Day a du mal à s'imposer, à avoir une certaine aura parce qu'il te manque une powerhouse peut-être. Quelqu'un de grand, musclé, qui tape fort. Raquel Rodriguez peut très bien remplir ce rôle. Donc écoute, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Le match était fun. En vrai, moi j'ai trouvé ça très fun. Dominic Mysterio MVP. Rien à dire, juste dommage que ça finisse en disqualification. On arrive au dernier match qui était celui que j'attendais le plus, je vais pas vous mentir. Roman Reigns fait son retour dans le ring pour la première fois depuis WrestleMania 40 et sa défaite contre son coéquipier du soir et champion du monde Cody Rhodes, qui vont donc affronter Jacob Fatu et Solo Sikoa, la nouvelle Bloodline. Alors Solo Sikoa et Jacob Fatu ils font leur entrée, voilà, c'est stylé, il y a la musique de Solo Sikoa. Et là il y a une fanfare qui arrive, j'ai pas trop la ref mais c'est sympa, il joue la musique de Cody Rhodes. Écoute, ok. Cody Rhodes arrive, Captain America est là, le champion du monde. Et la fanfare jouait par-dessus son thème aussi, c'était un peu particulier. Mais enfin bref, Roman Reigns arrive, l'aura incroyable, le retour. Alors il y a un orchestre qui est là, mais on les entend pas jouer, donc j'ai pas trop compris le move, mais en vrai on s'en fout, c'est trop les émotions de revoir Roman Reigns, c'était incroyable. L'image après dans le ring où Cody Rhodes et Roman Reigns sont côte à côte, ils discutent, ils ont l'air de bien s'entendre. C'est une image qui est très forte je trouve. Le face-off entre les deux équipes est absolument fou. Et évidemment comme on s'y attendait, Cody Rhodes et Jacob Fatu vont commencer le match. Mais très vite, Jacob Fatu il galère un peu. Solo Sikoa va faire le tag en fait, directement à Jacob Fatu. Et voilà, c'est le moment, Roman Reigns va rentrer dès le début du match. Ça on s'y attendait pas, moi je m'attendais vraiment à ce que Cody Rhodes prenne les coups pendant la quasi-intégralité du match et que Roman Reigns ferait le hot tag et ferait la différence à la fin. Mais non, que Roman Reigns va rentrer très vite, la réaction du public est zinzin. Mais mine de rien, Solo Sikoa va pas mal donner de fil à retordre à Roman Reigns. Et en fin de compte, pendant une petite période, c'est Roman Reigns qui va prendre les coups de Solo Sikoa et de Jacob Fatu. Alors qu'on attendait bien sûr Cody Rhodes dans ce rôle.
À un moment, il y aura le hot tag avec Cody Rhodes qui va se défaire de Jacob Fatu avec tous ses trademarks. Vous connaissez Power Slam, Bionic Elbow, into Cody Cutter. Mais Solo Sikoa va intervenir et la situation va changer et Cody Rhodes va prendre les coups pendant bien 5-6 minutes si ce n'est plus. La situation qu'on attendait en fin de compte où Cody Rhodes va prendre les coups. On a quand même vu Roman Reigns, donc c'est pas si mal. Et après avoir pris très cher pendant bien 5-6 minutes comme je disais, il va contrer une Swanton Bomb de Jacob Fatu et on va avoir le hot tag, le double tag avec Solo Sikoa et Roman Reigns qui vont rentrer. Roman Reigns prend le dessus. À un moment Solo Sikoa il va tenter le Samoan Spike mais Roman Reigns va esquiver en portant un Crucifix Spin. Je m'y attendais pas du tout. Bien sûr, c'est un compte de 2. Roman Reigns prépare sa spear, mais Jacob Fatu va intervenir. Il va prendre des super kicks. Le moonsault de Jacob Fatu into le splash de Solo Sikoa. Cody Rhodes est là pour le save et le compte de 2. Et on va avoir une petite bagarre entre Jacob Fatu et Cody Rhodes à l'extérieur du ring. C'était assez sympa. Cody Rhodes qui va esquiver un moment Jacob Fatu qui va foncer dans les barrières. Et il y a eu ce spot qui est l'un des meilleurs spots de la soirée aussi. Il va mettre Jacob Fatu sur la table des commentateurs après 2 super kicks. Et il va porter un splash absolument sensationnel. Il était exceptionnel le splash. Il saute depuis le poteau. Il fait un petit signe à Roman Reigns avant de sauter. Et d'ailleurs, je crois qu'on va pas les revoir d'ici la fin du match. Exceptionnel splash de Cody Rhodes. Ce mec est incroyable, franchement. Et après ça, on repart en focus sur le ring. Solo Sikoa et Roman Reigns vont se faire un petit échange de coups que Roman Reigns va remporter. Il prépare la spear, mais Tama Tonga et Tonga Loa, qu'on attendait bien entendu, les champions par équipe, viennent le distraire. Et Solo Sikoa va porter sa propre spear pour un compte de 2, évidemment. Et là, on arrive au moment que j'ai préféré de la soirée, le moment que j'attendais depuis des mois, alors que Solo Sikoa est debout dans le ring, qui a ces deux loupards à l'extérieur qui le regardent. Il y a un mec en capuche avec un bandana derrière, on s'en doute, c'est Jimmy Uso. J'étais refait, j'attendais ce moment, putain, c'était trop cool. Il va se débarrasser des deux de l'extérieur. Et pendant ce temps-là, Solo Sikoa ne voit pas Roman Reigns arriver. Spear de Roman Reigns et victoire de Roman Reigns et de Cody Rhodes. Après le câlin entre Jimmy Uso et Roman Reigns, les retrouvailles, c'était trop d'émotion. J'étais trop content, quoi. Vive le catch, putain, c'est trop beau. Après ça, face-off, bien sûr, ça se regarde entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de poignée de main, seulement un petit regard de respect. Mais on fait bien comprendre que Roman Reigns a bien l'intention d'aller s'occuper de Cody Rhodes derrière. Et alors que Roman Reigns et Jimmy Uso s'en vont, eh bien la Bloodline, ils vont aller tabasser Cody Rhodes, évidemment. Ils en ont pas fini avec lui, on sait que ça va durer encore longtemps. Ça va durer longtemps. Et Jimmy Uso arrive à convaincre Roman Reigns d'aller faire le save pour sauver Cody Rhodes et le sortir de cette merde. Ils s'en sortent, évidemment, les super-héros. Et Roman Reigns ramasse le titre de Cody Rhodes, il le regarde longuement. Il y a un petit truc qui se passe à ce moment-là. Il vient tendre le titre à Cody Rhodes. L'image est incroyable. C'est trop puissant, quoi. C'est trop puissant. C'est les deux plus grands rivaux de 2024. J'ai trouvé ça incroyable. Et là, Cody Rhodes soulève le titre. Et à la seconde où il soulève le titre, If you smell what the Rock is cooking, les gens attendaient The Rock. Il est là. Il se passe pas grand-chose. Il vient juste sur la rampe avec sa ceinture. La réaction du public est zinzin, évidemment. On nous tease, je pense, immanquablement les Wargames, où on aura certainement la team The Rock contre la team Roman Reigns. Ça va être très intéressant. Mais là, du coup, forcément, très hâte de voir la suite. Très hâte. Et ça vient conclure ce show. Peut-être très inégal pour beaucoup. Mais moi, franchement, j'ai aimé chaque seconde de ce show. J'ai passé un super moment. Même les matchs de la mid-card étaient plutôt fun. C'était plutôt sympa. Celui que je retiendrai le moins, c'est peut-être le Nia Jax Bayley. Mais sinon, j'ai quasiment tout aimé. Dominic Mysterio dans la cage, ça m'a beaucoup fait rire. L'opener, mais l'opener, sa mère, lui, on va en reparler pendant des années, je pense. Évidemment, le retour in-ring de Roman Reigns. Putain de Cody Rhodes qui est trop fort. Le retour de Jimmy Uso, surtout, ça c'est mon moment de la soirée. C'est le gros feel-good moment avec les retrouvailles avec Roman Reigns. The Rock qui arrive à la fin pour nous teaser la suite. Un des meilleurs shows de l'année, je pense. Je sais que je vais peut-être pas rejoindre beaucoup de gens parce que les retours sont très mitigés, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de shows qui sont à la table de Bad Blood cette année, et franchement c'était cool. Et en plus on a eu un petit détail scénaristique que peut-être tout le monde n'a pas vu après coup, c'est le turn de Kevin Owens sur Cody Rhodes. Et oui, ça a été filmé par un fan, et les gens ont découvert ça grâce à la vidéo d'un fan, et c'est ça qui est intéressant parce que ça rend le truc encore plus réel. Où Kevin Owens et Cody Rhodes, on voit que ça se chauffe en backstage. Kevin Owens il s'énerve et puis il va juste défoncer Cody Rhodes. Et ça y est, c'est officiel. On a le turn de Kevin Owens et il y a plein d'éléments scénaristiques
à développer, ça va être très cool. Et Cody Rhodes, il a beaucoup de trucs à gérer là du coup. Il va avoir Kevin Owens, il a toujours ses histoires de Bloodline. Il y aura Roman Reigns à un moment, il y aura The Rock. Il est possible que Randy Orton vienne mettre son nez là-dedans aussi. Peut-être Seth Rollins aussi. Ouais, la suite va être très intéressante et c'est un show qui met énormément de grosses bases et qui te donne vraiment envie de voir la suite. Et moi j'ai adoré. Je sais que je rejoindrai pas tout le monde. J'ai adoré l'intégralité du show. Et merci à la WWE, ça m'a mis de bonne humeur pour tout le reste de la journée, c'était super. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Bad Blood dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'était un bon show? Quel a été votre match de la soirée? Je sais qu'en grande majorité ça va être le Hell in a Cell, et c'est mon cas aussi. Je suis très curieux de connaître votre avis du coup. Bon, sur ce, ça vient conclure cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à mon côté, ouais, à mes côtés plutôt. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, mettez un petit like pour le soutien, abonnez-vous pour les futures vidéos, et puis voilà quoi. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël, arrivederci.